Monsieur Maranzana, vous vouliez faire l'introduction, je vous en prie. Effectivement, j'ai une petite information à vous communiquer. J'ai appris, et ce, pour une fois de l'avis unanime des experts, et ce, malgré le réchauffement climatique, l'hiver approche. Donc, c'est une boutade, mais je voudrais, par ces mots, souligner l'importance que l'on a au niveau du déneigement. Et M. Alingard disait tout à l'heure qu'on est des hommes heureux, c'est vrai. Ceci étant, le déneigement, c'est quand même quelque chose aujourd'hui, maintenant, qu'il faut aborder avec le plus de professionnalisme possible, parce qu'il en va de la sécurité des usagers que nous sommes tous, quelque part. Et donc, au-delà de ça, et avant l'introduction, donc développement durable, agenda 21, c'était quand même une petite information importante. Le déneigement reste quand même une priorité. Effectivement, la sécurité, c'est une influence importante, l'entretien urbain sur la sécurité, mais aussi tout simplement le fait de pouvoir se déplacer en France. Un pays sans déplacement possible, il est bloqué, il n'y a aucune, avec des conséquences très graves. Alors, monsieur Aubert, vous allez nous parler, je crois, du salé juste et du salé expert. Exact. Je vais essayer de vous présenter un peu l'état de l'art dans le métier et les différentes solutions que les constructeurs peuvent apporter pour accompagner les clients. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que il faut, pour construire, si je fais un parallèle au monde du bâtiment, il faut d'abord avoir de bonnes fondations avant de faire le premier étage, avant de faire le deuxième étage. Donc il faut vraiment partir sur le salé juste, afin d'arriver ensuite au salage expert et passer toutes les étapes, sinon l'organisation risque de chapeauter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord maîtriser le salé juste, il faut ensuite disposer de matériel fiable et durable, gérer la fin de vie des matériels et ensuite on passe au salage expert. Salé juste, c'est quoi? C'est déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, des principes de base. On déneige d'abord avec une lame, avec des bons couteaux, acier, vulcolant, selon la qualité de neige. On utilise des bons boîtiers de télécommande asservis par exemple à la vitesse pour mettre le bon dosage. On utilise ensuite les dernières technologies telles que la saumure pour toujours mettre moins de sel. Ensuite, quand on a déjà ce premier réflexe, il faut pouvoir mettre au bon moment le bon dosage. Donc il faut qu'il y ait des remontées d'informations du terrain, savoir quelle température il y a exactement au sol et si on doit partir ou non déneiger. Avec une bonne information, on peut par exemple passer de 20 grammes à 15 grammes seulement et peut-être ne pas saler toute la chaussée, faire une pause à certains endroits stratégiques. Ensuite, il faut utiliser des outils précis. Pour avoir des outils précis, il faut les entretenir. Donc, pour une saleuse, il faut la régler au moins une fois par an. Il faut aussi, quand on change de sel, la re-régler. Il n'y a pas toujours, selon la qualité du sel, la même densité. Pareil pour les porteurs, il faut vérifier les pressions, les débits. Pour les lames, il faut également vérifier les différentes fonctions, vérifier si les couteaux sont en bon état. Ensuite, il y a l'homme, il y a les équipes. Donc il y a besoin de formation pour les chauffeurs, pour les techniciens et les gestionnaires. Chacun doit bien maîtriser son domaine. La mise en route est fondamentale. La mise en route faite par le constructeur au départ, mais la mise en route aussi annuelle, la piqûre de rappel à réaliser aux opérateurs. Le contrôle annuel, on a déjà touché un mot. Et il existe même maintenant des contrats d'entretien qui peuvent accompagner les clients sur le terrain. Juste un rappel, il existe des organismes effectivement professionnels, il faut d'abord s'adresser à eux. Je pense par exemple effectivement au CETRA, avant d'aller chercher peut-être d'autres experts un peu folkloriques.
On a vu tout à l'heure qu'on avait besoin d'informations venant du terrain, la température. On peut aller plus loin. Plus on s'approche petit à petit donc du salage expert, eh bien, on peut avoir des traçabilités d'événements, des retours d'informations en direct ou non de ce qui s'est passé. Ça permet de faire un historique, de savoir ce qui s'est passé et peut-être d'agir mieux la fois prochaine. Pouvoir également régler une machine à distance. Ça diminue les temps d'immobilisation. Gérer des parcours, donc prévoir à l'avance et aider le chauffeur qui ne connaît pas forcément la route, un intérimaire, pourquoi pas, eh bien, ça lui donne des garde-fous à tel endroit, à tel point GPS, ben, il y a tel dosage, telle largeur, en tel point de saumure, en telle orientation. Ensuite, il faut planifier les plans de maintenance. Ça peut être aidé informatiquement. On peut travailler également tout ce qui est facturation, sous-traitance, décentralisation, Alors, juste une petite par exemple. Excusez-moi, juste une petite précision, Monsieur Aubert, un petit coup de pub au passage. On parlait tout à l'heure de gestion de salage à distance. L'hiver dernier, un exemple concret, c'est un petit cocorico. L'hiver dernier, une saleuse dans le Michigan aux États-Unis, elle a été réglée de chez nous par Internet. Ça a évité l'envoi d'un technicien, il n'était pas très content d'ailleurs. Mais enfin, ça c'est des choses qui concrètement existent aujourd'hui. Donc je voulais juste apporter cette petite précision. Tout à l'heure, il parlait aussi de la facturation, par exemple, en sous-traitance. Donc ce sont des choses qui maintenant se développent au niveau des CG, ne serait-ce que par exemple par le fait qu'on sous-traite le déneigement à des entreprises privées. Donc ça leur permet aussi de... Là, on a un exemple en cours actuellement avec le canton de Vaud en Suisse, où le prestataire fait appel à différents prestataires. Et donc, pour savoir exactement où, quand, combien de sel il met, tout est centralisé et on permet comme ça d'éditer des factures détaillées entre chaque prestataire. Je m'excuse juste de cette petite aparté. Alors, on a parlé des clients. Maintenant, il faut effectivement voir comment le constructeur produit sa machine. Est-ce qu'il est en train de polluer la machine, la rivière derrière l'entreprise? Donc, les constructeurs sont conscients de ce souci, nous particulièrement. Donc, dès la conception des matériels, on réfléchit à son utilisation et on réfléchit particulièrement sur la corrosion. Ça permet par exemple d'allonger la durée de vie du matériel. Ça, c'est du développement durable. Être plus léger, pour nous, c'est transporter du sel, pas du poids mort machine. Être recyclable, ça c'est un point important pour nous. Bon, l'inox répond à ces contraintes. L'usine, maintenant, effectivement, il faut qu'on respecte les normes environnementales, il faut que l'on trie nos déchets et qu'on optimise le recyclage de nos matières premières. Enfin, en exploitation de vos matériels, il faut qu'on puisse garantir que les technologies les plus récentes qui permettent d'économiser du sel puissent être applicables sur les anciennes machines. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut monter de la saumure sur une vieille machine? Oui. Est-ce qu'on peut monter un boîtier de télécommande à servir à la vitesse sur une vieille machine? Oui. Monsieur Aubert, excusez-moi. Vous disiez donc ajouter de la saumure sur les machines. Vous avez peut-être oublié qu'ici présent, dans la salle, des gens de la Cube, il y a 2 ans de cela, nous ont ramené 10 saleuses existantes qu'ils avaient chez eux, des machines à sel sec qu'on a équipées avec des réservoirs additionnels pour faire de la bouillie de sel. Donc c'est bien la preuve que le matériel peut évoluer et justement on peut y adopter des nouvelles technologies. C'est ce qui va exactement dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Donc on a essayé de rallonger la vie du matériel le plus possible, de le reconditionner, de lui donner donc une deuxième vie. Mais tôt ou tard, eh bien, le matériel va être au bout du rouleau et donc il faut prévoir des matériaux qui sont renouvelables et qui soient tels que l'inox, tels que les plastiques en PEHD. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut calculer le coût réel d'une machine.
Donc pour nous, le coût réel, c'est le coût d'achat, le coût d'exploitation et le coût de recyclage. Et le point le plus important, eh bien, c'est le coût d'exploitation. Alors juste une parenthèse, c'est effectivement quand un appel d'offres, eh bien, un matériel est 50, 100 euros, 500 euros plus cher, eh bien, si ça se trouve, au coût d'exploitation, il sera moins cher. C'est vrai que c'est difficile à tenir compte dans les appels d'offres, mais il faut se rappeler que le coût réel supporté par la collectivité, eh bien, c'est l'ensemble de ces 3 points. Schéma rapide pour montrer la différence entre un programme VH classique et un programme VH Ajana 21. Eh bien, si on arrive à mettre le bon dosage au bon endroit et au bon moment, on économise, mais on respecte l'environnement. Donc on gagne sur tous les tableaux.